Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, j'ai le goût de vous parler de comment ça se passe quand vous allez dans une résidence pour faire une location. Vous savez, ce qui est très important, c'est de se renseigner auparavant, en appelant, en s'informant s'il y a des conseillers en hébergement. Parce que vous savez, dans les résidences, qu'il y a des conseillers en hébergement, c'est pas des gens qui vendent quand même des appartements à pression. C'est des gens qui sont là pour vous conseiller, de vous parler quand même du crédit d'impôt, de la location au logement et de regarder avec vous vos capacités. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, avec un conseiller en hébergement, vous allez avoir toujours l'heure juste. Puis pour nous, c'est très important que les gens soient bien renseignés. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine télévisé Vos Finances. Comme vous le savez probablement, cette émission est publiée et diffusée chez TVRL, c'est Télévision régionale de Laval. À chaque semaine, donc, et comme c'est enregistré sur Internet en plus, bien, vous pouvez consulter l'émission autant de fois que vous voudrez, et c'est tout à fait gratuit. Comme chaque semaine, j'ai deux invités de marque, des spécialistes de l'actualité économique et financière qui viennent en discuter avec nous et éventuellement vous donner quelques tuyaux pour mieux gérer vos finances personnelles et familiales. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter juste à ma droite ici, M. Jean Mathieu, un spécialiste en gestion privée, 1859, Banque nationale. Monsieur Mathieu, c'est pas depuis 1859, malgré vos cheveux blancs, là. C'est 1859, sauf erreur, c'est l'année de fondation de la Banque nationale. Exact, exact. Et la gestion privée, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement qu'est-ce que c'est? Ben, Je suppose que c'est opposé à la gestion publique. Non, pas à ce point-là. Disons que la gestion privée, c'est pour des individus au lieu des gouvernements ou des sociétés. Okay. Et c'est des gens qui ont des fortunes, disons, à 1 million et plus, et qui on offre tous les services, une banque, tous les services. Donc, il y a des services qui sont en option. Et on a la gestion des avoirs, pour commencer, et en option... Il peut acheter les services dont il a besoin en cours de route. C'est ça. Donc, comme la planification financière, la planification testamentaire, l'assurance, etc., pour répondre à tous ces besoins. Bien, sauf erreur, la Banque nationale n'est pas la seule à offrir ce genre de service. On trouve ça à peu près dans toutes les institutions financières maintenant. Exact. Mais ça a peut-être été une des premières à commencer à faire ça ici au Québec. Et non seulement ça, mais c'est celle qui a, depuis 3 ans, la plus forte augmentation en absolu, en argent, là, en total d'actifs qui se joint. En millions de dollars sous gestion. En milliards de dollars qui s'ajoutent et aussi en pourcentage d'augmentation. Et c'est la seule banque au Canada qui a passé le test d'une des 10 meilleures à travers le monde dans un test il y a quelques mois qui avait été publié par une université, si je me rappelle bien. Et avec Bloomberg, et était la première point de vue solidité financière selon ce qui a été analysé dans les 5 principaux ratios des banques, la numéro 1 en Amérique et la 3e dans le monde. Alors, même si c'est la plus petite ici au Canada des 6 grandes banques, ça ne l'empêche pas d'être très solide à ce moment-là puis de pouvoir se compétitionner avec d'autres à travers le monde. Exact. Bon. Alors, je vous remercie beaucoup. Est-ce que, avant de passer à notre autre invité, Yvon Rudolph, est-ce que vous avez vu dans l'actualité économique et financière récente quelques éléments qui ont retenu votre attention? Avant l'émission, vous me parliez d'un problème qui se pose aux États-Unis actuellement et qui va se poser encore jusqu'après les élections, donc jusqu'à la fin de l'année. Oui, disons que les élections de novembre aux États-Unis, s'il n'y avait pas... Parce que ce qu'on voit actuellement, on voit disons que le Parti républicain et le Parti démocrate, depuis à peu près 1 an et demi, ils s'entendent pas sur à peu près rien. À couteau tiré, vous avez la bonne expression. Sur la gestion de l'énorme dette qu'ils ont accumulée lors de la récente crise économique. Il y a eu le plafond qui a été reporté, ils ont formé des comités d'études, mais si, disons qu'il n'y a pas de modification, on voit l'économie américaine qui reprend. Et là... En fin d'année, il y a une coupure de l'ordre de 700 milliards si les automatiques, l'épée de Damoclès arrive, là, puis il n'y a pas de changement, aucun changement. Et ça signifie à peu près 4,6 de
de réduction brute de réduction. Alors, 4,6, on peut se rappeler qu'en 69, on avait retiré 2,6 de programmes et gouvernementaux, et à ce moment-là, on avait une récession l'année suivante. Alors là, si on parle de l'ordre de 4, il faut de gros compromis de part et d'autre pour éviter qu'on retombe dans une récession parce que le gouvernement se fait forcer de se retirer de tous les programmes sur une base donc, si je comprends bien ce que vous dites, aux États-Unis, une loi qui permet de s'endetter jusqu'à un certain niveau, ça fait déjà quelques occasions où on repousse cette loi-là pour s'endetter de plus en plus, sauf qu'à un moment donné, les deux principaux partis ne s'entendent pas jusqu'où on va aller comme ça en remontant, là. C'est exact. Il y a des élections qui s'en viennent à l'automne et ce sont des élections présidentielles, donc extrêmement importantes. Oui, pour ça, entre autres, là, parce que rapidement après les élections, jusqu'à la fin de décembre, il y a une épée de Damoclès qui peut être déclenchée. Et tout dépendant si les résultats font changer la majorité dans la Chambre et dans l'autre, au Sénat et au niveau présidentiel, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, il faut que chacun des partis mette un peu d'eau dans leur vin. Oui, pour arriver à un compromis pour éviter une autre récession en nouveau. Est-ce qu'on s'en va vers un compromis ou si, selon vous, on va continuer à se chamoyer comme des voyous sur la place publique à cause des élections? Je pense qu'on va le faire jusqu'au résultat des élections. Après ça, bien, j'espère qu'on va faire de l'économie puis on va travailler pour le pays et non pour le pouvoir politique. Voilà. Sauf que ça, c'est peut-être un rêve en couleur, là, vous direz les sceptiques. Ouais. Voilà. Et à votre droite, c'est M. Yvon Rudolph, groupe conseil de NAI commercial. M. Rudolph, ça fait quelques fois que je vois, au moins dans la grande région de Montréal, des grandes pancartes sur des bâtisses, des terrains, des choses de même à vendre. C'est marqué NAI commercial. Oui. Le N et le I, c'est en noir, et le A, c'est en rouge vin. Là. Qu'est-ce que c'est NAI commercial? En fait, c'est North American International Commercial. Et puis, en fait, c'est un acronyme qui a été choisi, là, bien humblement. Je ne peux pas vous dire d'où provient cet acronyme-là. Ils n'ont pas demandé mon opinion. Mais une chose est sûre, c'est que on est présent dans 55 pays. Il y a à peu près autour de 360 bureaux dans le monde entier. Et on est principalement... en fait, il y a quand même... C'est une organisation qui est quand même très axée au niveau industriel et commercial, en fait. Là, Vous-même, vous êtes spécialiste dans l'immobilier. Alors, c'est à ce titre-là qu'il y a quelques mois, vous vous êtes joint à eux. Oui, bien en fait, moi, mon contrat, je me suis joint à eux, c'était pour faire la nouvelle division qui est le courtage d'entreprises manufacturières. Okay. Alors, donc, je me spécialise dans l'achat et vente de fusion-acquisition des petites et moyennes entreprises. Oui, fusion-acquisition de petites et moyennes entreprises, mais principalement là, autour de production, c'est-à-dire production logicielle, mais production. Non pas là, ce qu'on appelle le Main Street, le dépanneur ou le magasin de chaussures ou des choses semblables. On ne touche pas à ça. On touche que toute entreprise de production. M&A, disiez-vous, sauf erreur, pour faire plaisir à l'Office de la langue française, on dirait merger and acquisition. C'est ça, fusion-acquisition d'entreprises de toute taille. Exactement ça. Pas des histoires comme Couche-Tard qu'on a vu la semaine passée, il y a 15 jours. Là. Non. Ça, c'est un peu gros et c'est dans le domaine public. Nous, on est dans le domaine privé. Okay. Alors, toute entreprise privée, alors on offre un service et on fait, évidemment, la structure, l'ingénierie financière pour le financement de cette fusion-acquisition-là. C'est pour ça qu'on voit ici sur votre carte d'affaires, vente d'entreprise, évaluation, financement. Exactement ça. On fait l'évaluation d'entreprise. C'est ça. On fait l'évaluation d'entreprise, l'évaluation du patrimoine de l'entreprise qui comprend les immobilisations et les équipements. Là. Bon. Ouais. Est-ce que vous avez propriété intellectuelle. Est-ce que vous avez remarqué au cours des dernières semaines ou des derniers mois quelque chose dans l'actualité économique et financière qui a retenu votre attention? Peut-être, oui, au niveau des industriels, peut-être une certaine... on est optimiste, un certain optimisme au niveau des industriels. Alors donc, ça c'est intéressant pour, évidemment, l'économie. On a aussi... on voit, là, j'ai entendu ce matin, là, comme quoi que l'endettement, en fait, les Canadiens prennent soin de leur endettement. Donc, c'est favorable, ça, à l'économie canadienne, ce qui fait en sorte que, puis d'autant plus
qu'aux États-Unis, en fait, on a une augmentation de croissance. Bon, en fait, on comprend là, on a eu, en fait, un report aussi à l'automne de cette fameuse, ce fameux plafond d'endettement. Il reste quand même qu'on aperçoit, sauf en Europe, on aperçoit en fin de compte quand même une certaine stimulation, pas énorme, mais quand même positive. Donc, on a stimulé l'économie en s'endettant chez les gouvernements, mais au moins ça a donné des résultats. Et là, le malade commence à reprendre du mieux. Et semble-t-il que ça commence à s'accélérer un petit peu aussi. Oui, bien c'est ça. Si on regarde au niveau chinois, en fait, même si au niveau chinois, on n'a pas le même PIB qu'on avait auparavant, on est tout de même autour du 7 de croissance quand même. C'est pour eux, il est important qu'on dépasse un minimum de 8 à 9 mais il reste quand même que c'est quand même une croissance. Hein? On n'est pas en dépression. De PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de la valeur de l'économie sur un territoire donné durant une période donnée. Revenus et dépenses. Ce que M. Mathieu appelait tout à l'heure Gross Domestic Product. Si je peux ajouter rapidement, j'ai toutes les données qui étaient prévues depuis 2000 de la Chine et aucune fois dans les prévisions ils sont arrivés sur... ils prévoient 7,5. Ils vont probablement arriver plus haut. Les autres, ils se font toujours 2 ou 3 points de pourcentage de plus. Ça. Mais chaque année, depuis 2000, ils ont toujours dépassé 2007. On a une forte inflation. Par contre, ce qui handicape leur PIB, c'est la forte inflation au niveau des salaires. Et disons que la nourriture, parce que là-bas, la nourriture a été inclue. Nous, on met l'énergie et ce qu'on a peur, c'est l'inflation, surtout la bulle immobilière potentielle qu'on a là-bas. C'est ça. Donc... mais, en tout cas, c'est des problèmes de croissance. C'est ça, exactement ça. Mais il reste quand même qu'on voit au Canada, en fait, qu'on se maintient. Il y a quand même on n'a pas une croissance énorme, mais on a une croissance positive. Et aux États-Unis, on a une croissance. Alors déjà là, les marchés importants, sauf l'Europe, où ça, c'est en fait, c'est malheureux, ça. Plus problématique. L'Europe, c'est encore l'endettement des gouvernements qui énerve les marchés financiers, j'imagine. Taux de chômage qui est très élevé. Disons qu'en Espagne, on a un taux de chômage de l'ordre de 25 chez les jeunes de plus de 40 Et ça, c'est le taux officiel, parce que si on calculait tous les gens qui n'ont pas d'emploi, il paraît que c'est pas mal plus que ça. Alors, disons, l'immobilier s'est effondré, puis, etc. Donc, c'est le classique, c'est que les revenus des gouvernements disons, sont au moins que ce qu'ils anticipent. Alors là, les dépenses, ils doivent diminuer davantage les dépenses pour balancer. Le point à observer, c'est justement les présidentielles. Si on rentre un gouvernement socialiste, bien là, évidemment, en fin de compte, généralement, leur tendance, c'est d'arriver d'endetter encore. Donc, socialiste, vous voulez dire démocrate, c'est le parti, ça, de M. Obama? Non, je parle en France. M. Hollande. Un parti socialiste en France, là. Parce que là, évidemment, les présidentielles, dans 2 semaines, je pense, dans 2 semaines, là, on va savoir. Si le président Sarkozy fait seulement qu'un terme et est renvoyé ensuite de ça à la retraite. C'est ça, exactement. Et là, ça pourrait compliquer un peu la vie oui, de l'économie si M. Hollande rentre, lui favorise, en fait, l'endettement. On s'endette encore plus pour relancer l'avantage de la machine. C'est ça. Et c'est ce qui serait inquiétant pour l'économie française, parce qu'en fait, là, au lieu de restreindre leurs dépenses, ils ont quand même un pourcentage d'endettement par rapport au PIB quand même très, très, très important. Puis là, finalement, les 3 pôles qui tiennent un peu présentement l'Europe, c'est quand même la France, l'Allemagne et l'Angleterre un peu. Là. Puis on rentre en récession temporaire avec l'Angleterre. Oui. Bon, alors, si je comprends bien ce que vous dites, l'économie continue de prendre du mieux un peu partout à travers le monde, sauf en Europe où ça traîne encore un petit peu de la patte. Exact. Et ça devrait normalement se poursuivre au cours des prochains mois, selon vous? Oui, disons, jusqu'à temps qu'on résout le problème de l'Espagne, comme on a passé à travers le problème de la Grèce. C'est ça. Alors, on va prendre les pays un par un au lieu de les regarder globalement. Et l'Italie. Puis, il y a l'Italie qui est prochain. Maintenant, j'ai toujours dit qu'on a en Europe, on a les moyens de créer quelque chose pour mettre fin à tout ça. Mais on ne l'a pas fait à date à cause des questions politiques. Des chicanes politiques, évidemment, entre les différents pays. Ça. Alors, espérons qu'avant la fin d'année, on puisse résoudre ce défi-là une fois pour toutes. Quand les politiciens se mêlent de questions économiques d'un peu trop près, habituellement, ça amène ce genre de situation. Parce que les politiciens n'ont pas les mêmes préoccupations que les gens qui font l'économie, c'est-à-dire les gens des entreprises. Exact.
Et là, bien, on va voir qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci, aussi bien en France que dans le restant de l'Europe, et ici, et aux États-Unis. Voilà. Alors donc, ça va être à suivre de près au cours des prochaines semaines, bien entendu. Et nous serons là pour vous commenter cette actualité économique et financière à venir. Alors, pas seulement celle qui s'est passée, mais celle qui s'en vient également. Alors, maintenant, donc, j'ai reçu pas mal de collaborations de votre part au cours de la dernière semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur les émissions récentes, notamment sur ces émissions du groupe Actif, dont on vous a parlé à 2 occasions. Et il y a des gens qui nous demandent toujours comment on fait pour trouver ces gens-là. Bien, vous allez à actif.net et puis sur le site Internet, vous allez trouver toutes les informations que vous voulez, comme les 2 autres collaborateurs dont je vous ai parlé, la Banque nationale et NAI commerciale, évidemment. Vous allez trouver sur leur site Internet toutes les informations dont vous avez besoin, ou en tout cas les endroits où vous pouvez appeler pour obtenir plus d'informations. Ne vous gênez surtout pas pour le faire, parce que ces gens-là sont là exactement à votre service pour vous donner comme ça de l'information. Par exemple, on m'a demandé c'est quand les prochaines conférences et les prochains clubs de placement du groupe Actif. Bien, vous allez trouver ça sur le site Internet, justement, que je répète, actif.net, www.actif.net. Et si vous TVRL.ca, ça veut dire Télévision régionale de Laval.ca. Vous allez sur ce site Internet et vous allez voir toutes nos anciennes émissions et toutes les informations concernant les autres personnages et les autres émissions que nous avons mis en ondes ici. Et ça va nous faire grandement plaisir de répondre là aussi à toutes vos questions et à vos préoccupations. Alors voilà pour ça. Donc, ça va m'éviter de vous répéter ici que cette émission est produite et diffusée sur le canal 9 de Vidéotron. Si vous habitez Laval, c'est en direct. Le samedi à 21h, le lundi à 10h, donc en fin de matinée, et le mercredi à 21h30. Ça, c'est la première diffusion. Mais encore une fois, sur le site Internet, vous pouvez revoir les émissions autant de fois que vous voudrez. À tvrl.ca, on va vous donner là aussi toutes les informations voulues. Et puis, nous sommes maintenant diffusés, me dit-on, sur YouTube. Alors, c'est la grosse compagnie en télécommunication qui se prépare un financement public, semble-t-il, un peu comme Google il y a quelques années. Alors, donc, semble-t-il, nous sommes diffusés aussi sur YouTube. Et sur YouTube, vous pouvez voir nos émissions un peu plus rapidement parce qu'il n'y a pas de temps de téléchargement aussi long que sur, par exemple, notre site Internet à nous, comme la plupart des sites Internet. Ça prend un peu plus de temps et on nous reprochait ça. Alors donc, on s'est affilié avec YouTube et là, bien, vous pouvez voir nos émissions sur YouTube également. Et voilà donc, si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez aussi le faire au 450-973-8005-8005. Et vous pouvez évidemment communiquer avec moi, André Hintz, à Vidéotron.ca, pas à Vidéotron.ca, pardon, André Hintz à tvrl.ca. Et là, bien, vous allez avoir mon numéro de téléphone, le 514-931-0746. Je ne vous donne pas les numéros de téléphone de nos invités pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, ça fait trop de numéros, puis on nous dit que quand on donne trop de chiffres, ça devient mélangeant pour vous. Alors voilà, merci pour les gens qui collaborent avec nous et qui nous font des suggestions. Continuez de le faire. Ça va nous faire un grand plaisir d'en parler avec vous au cours des prochaines semaines, puis avec nos invités, bien entendu. Alors, si vous voulez nous soumettre des cas personnels, comme on en voit, par exemple, dans d'autres médias, bien, c'est toujours à 514-931-0746. Laissez votre nom, votre numéro de téléphone avec le code régional, s'il vous plaît, comme je le dis sur le message de présentation. Pourquoi le code régional? Parce que ça prend du temps d'aller voir. Est-ce que c'est dans le 514, dans le 450, dans le 819 ou alors dans d'autres codes régionaux comme ça? Si vous laissez votre code régional, c'est beaucoup plus facile de pouvoir vous rappeler, puis éventuellement de vous poser quelques questions que, de toute façon, nos spécialistes, les semaines suivantes, quand ils vont vouloir répondre à vos préoccupations, vont se poser. Si j'ai les réponses à leur fournir, on peut y aller tout de suite. Sinon, bien, ça risque d'être un petit peu plus long encore une fois. Alors, je répète ce numéro que vous allez trouver sur la bande passante en bas de l'écran et sur le site tvrl.ca, André Hintz, 514-931-0746. On attend de vos nouvelles, puis on attend vos suggestions et vos questions personnelles et familiales, bien entendu. Alors, voilà pour ça. Maintenant, il y a des gens qui m'ont fait aussi quelques remarques. J'ai dit la semaine passée ou l'autre semaine avant que la grosse fusion de Couche-Tard, qui avait acheté 2300 dépanneurs en Norvège, il avait acheté un dépanneur qui avait à peu près le même niveau de rentabilité que Couche-Tard. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire ça doit être des analystes financiers parce que c'est leur boulot d'être précis à ce point-là. Des gens qui m'ont appelé pour dire c'est faux, M. Hintz, parce que
La Statoil qu'ils ont acheté là-bas, c'est un petit peu plus rentable que Couche-Tard. Donc, si c'est un peu plus rentable que Couche-Tard, ça veut dire que ça devrait augmenter un petit peu la rentabilité de Couche-Tard encore davantage. Et on m'a dit aussi, c'est une très grosse entreprise là-bas. Et c'est pour ça que Couche-Tard est allé là-bas, parce qu'il y avait de la misère à pénétrer maintenant aux États-Unis, où ça devenait un peu plus difficile. Je vous répète la stratégie, encore une fois, de Couche-Tard. Couche-Tard considère que les pétrolières ont d'excellents sites très bien positionnés qui coûtent très cher sur des coins de rue, des carrefours, mais qui ne font pas beaucoup d'argent à l'intérieur des magasins. Alors que Couche-Tard, lui, c'est surtout à l'intérieur des magasins qu'il fait de l'argent. Il y a des gens qui m'ont demandé, c'est quoi votre chiffre? Le chiffre que je pose toujours à M. Alain Bouchard quand je le rencontre, c'est 60-40. Le pétrole représente, selon la variation évidemment des prix de l'essence, le pétrole représente 60 des ventes, des revenus bruts, mais les profits viennent, eux, à 20 seulement du pétrole. Donc, quand le prix du pétrole varie à la hausse ou à la baisse, imaginez-vous pas que l'action de Couche-Tard va bondir au plafond ou va tomber au plancher. Ça n'a rien à voir, parce que c'est toujours le ratio 60-40. Et M. Bouchard me confirme que c'est toujours 60-40. J'ai hâte de le voir la prochaine fois pour voir si, avec la grosse acquisition norvégienne, ça va rester encore dans la même proportion. Quoi qu'il en soit, on vous en reparlera à ce moment-là, bien entendu. Voilà, donc, il nous reste, j'ai oublié de vous dire au début de l'émission, 3 émissions à part celle-ci, sauf erreur. Alors donc, ce sera la même chose. Elles vont aller ensuite de ça sur notre site Internet et vous pourrez les consulter tout l'été si vous voulez. Alors, puis en attendant, si vous voulez avoir de l'information ici concernant d'autres émissions de ce poste de télévision qui s'appelle TVRL, Télévision régionale de Laval, vous pouvez toujours appeler au 450-8005-8005. Et puis, voilà donc pour ça. Et puis, voilà donc pour Couche-Tard, les remarques que vous m'avez faites et que j'apprécie toujours. Alors, on me demande de faire une première pause et on va revenir ensuite pour voir qu'est-ce qu'on a en plus de ça dans le menu pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de matériel, on est obligé de trier un petit peu. On ne peut pas parler de tous les sujets que vous nous proposez. Alors, on essaie de faire un tri et de satisfaire différents groupes de personnes en parlant de différents types de sujets. Alors, on fait une pause et on revient dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le deuxième bloc de cette émission qui en comprendra peut-être seulement 3 comme la semaine dernière, alors qu'on avait un seul invité, rappelez-vous, parce qu'on me dit que j'ai été beaucoup trop long dans le premier bloc. Je m'en excuse encore une fois, c'est parce que j'avais beaucoup d'informations à vous donner. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Jean Mathieu, un gestionnaire privé de la Banque nationale, et de M. Yvon Rudolph de NAI Commercial, Groupe Conseil. C'est dans le domaine immobilier, mais pas seulement dans le domaine immobilier. Et durant la pause, ces messieurs discutaient de l'information de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours de Marc Carney, gouverneur de la Banque du Canada, à l'effet qu'en 2012, les taux d'intérêt pourraient commencer à monter au Canada pour faire plaisir à la banque, comment ça s'appelle? La Banque mondiale ou la Banque du Canada? Non, pas la Banque mondiale. Oui, la Banque mondiale. Oui. Le Fonds monétaire international trouvait que l'économie canadienne était un peu trop vigoureuse et ça pouvait générer de l'inflation. Alors, on suggérait d'augmenter un peu les taux d'intérêt. Est-ce que vous y croyez, M. Mathieu, que les taux d'intérêt pourraient commencer à monter au Canada en 2012? La probabilité, je pense qu'on parle plus qu'on va agir en 2012, probablement parce que tous les autres pays, les taux sont... On sait qu'en Amérique... Jusqu'à la fin de 2014, les États-Unis ont dit avec M. Bernanke que les taux n'augmenteraient pas. Le mot anglais, c'est la Federal Reserve, là, et la Banque fédérale américaine. Et au Canada, on est mal vu d'augmenter les taux jusqu'à un certain point parce que notre dollar, notre compétitivité pour exporter va en souffrir beaucoup parce que là, au lieu d'être légèrement au-dessus de parité, on va peut-être gagner 3 ou 4 sous versus la devise américaine, et même plus. Alors ça, on a déjà vu le dollar il y a 2 ans à 1,10. Alors ça, c'est plus difficile. Et un des buts de la Banque du Canada, il faut comprendre qu'aux États-Unis et au Canada, le but des banques centrales est différent. Au Canada, on a l'inflation et c'est seulement ce qu'on regarde.
On ne regarde pas l'activité économique. Aux États-Unis, on essaie de favoriser la création d'emplois, l'activité économique, et on regarde aussi l'inflation. Il y a comme un double mandat aux États-Unis, un seul mandat au Canada. Alors, c'est sûr que tous les gouverneurs de la Banque du Canada ont comme seul objectif l'inflation, la maintenir le plus bas possible. Entre 1 et 3, alors on dit autour de 2 quelque part par là. C'est ça, entre 1 et 3 sont les barèmes minimum et maximum qu'on espère avoir. Et actuellement, on est dans ces barèmes-là. Maintenant, on a toujours peur d'une surchauffe, et particulièrement dans les condos, dans la région de Toronto, où on semble avoir un débordement plus important à ce niveau-là. Mais dans le reste, les Canadiens, disons qu'il n'y a pas de bulle immobilière comme on l'a reconnu aux États-Unis en autant que je cherche. Monsieur Rudolph, vous êtes dans l'immobilier jusqu'aux oreilles, si je peux dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Bien, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas une structure qui est identique aux États-Unis. On ne peut pas s'attendre... Aux États-Unis, l'endettement se trouve être déductible. En fait, les intérêts de la dette, de l'hypothèque, se trouvent être déductibles du revenu, ce qui fait en sorte qu'on stimule énormément, je peux dire, la propension à faire une acquisition plus importante. Plus grosse peut-être que vos moyens normaux. Ben oui, exactement. Puis finalement, pour avoir, en fin de compte, une déduction plus grosse sur ses revenus. Ici, on n'a pas ça, ce système-là. Sauf qu'aux États-Unis, il faut ajouter la contrepartie quand vous revendez votre résidence principale. Il y a un gain de capital. Le gain de capital devient imposable. Oui, tout à fait. Tandis que chez nous, c'est le contraire. C'est ça, exactement. Sur votre résidence principale ou la partie principale de votre résidence, oui. si c'est un duplex, triplex, C'est ça. les taux d'intérêt ne sont pas déductibles. Mais quand vous revendez votre résidence principale... Elle est taxable, mais on a une exemption. Donc, on devrait la déclarer, en fait, tout contribuable devrait déclarer la vente de sa maison unifamiliale et il a une exemption. Alors ça c'est clair. Tout revenu devrait être déclaré. Le résultat final, c'est que le gain de capital sur la vente de la résidence principale est exempté d'impôt. Exactement ça, c'est ça. Exactement. Alors qu'au niveau d'un duplex, ou surtout qu'on tombe à un immeuble à revenu, bien évidemment, là, le gain en capital est taxable. Là. Et, si les taux d'intérêt se mettent à monter, est-ce que ça ne va pas refroidir un peu l'activité immobilière? Bien, écoutez, il faudrait qu'on ait quand même une croissance. Je ne pense pas que M. Carnet mentionnait, puis on ne le voit pas actuellement. Les institutions financières, on a une baisse des taux d'intérêt sur le long terme. On est autour du zéro à peu près. Là. On regardait tantôt les obligations à long terme, 30 ans, et puis on n'a pas une stimulation qui fait en sorte qu'il nous permettrait de croire d'avoir un écart important, peut-être de 2 ou 3 points. Alors, 200 points, en fait, là, plutôt, là. 2-3 C'est ça. Donc, on n'a pas cette stimulation-là. Ce qui fait en sorte que je ne crois pas qu'on peut avoir... Le seul facteur, c'est la croissance démographique, en fait, le nombre de ménages sur le marché. Et chez nous, ça n'augmente pas beaucoup. Ça n'augmente pas beaucoup. Malgré les divorces. Exact. D'autre part, le surplus de stock sur le marché pourrait avoir une influence sur la valeur des prix. Donc, si on construit énormément et on se trouve à avoir énormément de vacances, là, évidemment, on pourra avoir une baisse des valeurs. On parlait tout à l'heure des condos dans la région de Toronto, par exemple. On pourrait parler de la région de Vancouver aussi, mais à Montréal, c'est pas encore dramatique. Le problème qui existe, c'est qu'auparavant, la plupart des condos ont été stimulés, la vente des condos a été stimulée par des spéculateurs, c'est-à-dire des gens qui achetaient des unités de copropriété. Non pas pour les habiter, mais pour les revendre plus cher. Pour les louer, ou les louer ou les vendre plus cher, évidemment, ou les deux. Alors là, le problème qui existe, c'est qu'on a... si on a encore plusieurs constructions, bien, on va avoir plus de vacances. C'est pas tout le monde qui est capable de se payer, en fait, la valeur d'une hypothèque. Il y a des pertes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport au loyer qu'on peut récupérer, le contribuable subit une perte annuelle. Donc, il faut payer pour ça, en plus de votre résidence que vous habitez. Exact, parce qu'il paye et dans l'espoir de faire un gain en capital. Fait qu'il va maintenir son unité pendant peut-être 10 ans, créer un gain en capital, 5, 6, 10 ans, créer un gain en capital qui va non seulement couvrir les pertes, mais en fin de compte, avoir un rendement sur son investissement beaucoup plus important. L'objectif étant qu'en créant un gain de capital, évidemment, vous avez un revenu sur votre argent qui est beaucoup moins lourdement imposé que si c'était du revenu d'intérêt à la banque ou à la caisse pop. Parce que vous avez une exemption de 50 % sur le gain en capital. Donc, si vous avez, en fin de compte, vous êtes imposé sur le revenu, c'est 100 %.
à part des dépenses, évidemment, on se comprend. C'est sur le bénéfice net. Exact. Mais là, vous êtes taxé à 100 tandis que sur le gain capital, vous avez une exemption de 50 Alors, ce qui est intéressant. D'autre part, ce qui avantage le contribuable par rapport à une société de placement, mettons, si vous aviez une compagnie, puis vous achetez des immeubles, bien là, évidemment, vous êtes taxé comme une entreprise non active. Parce que là, c'est pas de l'immobilier pour habitation ou pour location, c'est de l'immobilier pour gestion, tout simplement. Ben, en fait, c'est tout simplement, pour des fins de placement. Alors, ce qui fait en sorte que l'entreprise se trouve à être dans une catégorie de fiscale différente, ce qui va frôler à peu près, je pense, autour de 40 quelques pourcents, 39 à 40 quelques pourcents, là. Je n'ai pas le taux exact, là. J'ai pas mes... C'est l'ordre de grandeur. Exact. Comparativement à une PME qui va être taxée au taux environ là, de 19 environ, là. Une société active. Vous voyez tout à l'heure, regardez les graphiques de M. Mathieu. Et M. Mathieu les feuillette régulièrement. Alors, ces graphiques-là, on va essayer de les donner à nos gens qui vont faire le montage de l'émission pour vous les présenter. Et si vous voulez les regarder, bien là, vous pourrez les regarder autant de fois que vous voudrez. Encore une fois, en allant sur tvrl.ca, notre site Internet, vous allez évidemment à Programmation et là, vous faites l'émission Vos finances. Et vous tapez là-dessus et vous allez pouvoir arriver les dates des émissions et vous pourrez prendre celles qui vous intéressent. Et je vous rappelle que depuis 2 ou 3 semaines, on est maintenant, semble-t-il, enregistré aussi sur YouTube. Alors donc, M. Mathieu m'a dit qu'il allait laisser les graphiques ici pour les gens qui vont faire le montage de l'émission. Donc, vous pouvez toujours regarder ces graphiques. Si vous avez des questions là-dessus, bien, vous pourrez nous les poser au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Alors donc, voilà pour le pronostic de M. Carney. Il y a des gens qui nous ont dit, il avait dit exactement la même chose au début de 2011, puis finalement, ça n'a pas baissé, ça n'a pas monté du tout en 2011, même que ça a continué de baisser. La plus grande partie des bénéfices de la Caisse de dépôt et de placement, par exemple, 4 de bénéfices, la plus grande partie, 3 sur 4, semble-t-il, viendrait de la baisse des taux d'intérêt. Oui. En parlant de la baisse des taux d'intérêt, j'ai un graphique ici que je vais laisser après l'émission là, qui parle, c'est des obligations 30 ans du Canada et qui date de 2001 jusqu'à maintenant. Et ce qu'on voit, c'est que les taux sont à 5,75 % en 2001. Et là, on est à 2,79 %. Mais on voit qu'il y a une tendance régulière. Maintenant, à partir du sommet de 81-82. Ah, bien ça, c'est encore plus élevé, là. Mais je ne l'ai pas avec moi, celle-là. Mais j'ai jusqu'en 2001. Et ce que ça fait, c'est que, ou ça illustre très bien, c'est que maintenant, on a probablement atteint le bas. Ou très, très près du bas. Et l'année passée, on pensait qu'on avait atteint le bas. Et on a descendu. Ça a baissé encore davantage. Et là, peut-être que si on a des troubles importants dans le monde, à nouveau, un peu à la genre de la Grèce. Par exemple. Oui, c'est ça, ou de pétrole ou quoi que ce soit. On va peut-être avoir des pressions à baisse encore sur les taux, mais on ne peut pas reculer indéfiniment parce que c'est ça. Il y a plus de chances que les taux remontent un jour que de continuer de baisser. C'est ça. Et ce qu'il faut, le message qu'on peut laisser, c'est qu'il vaut mieux avoir un échéancier plus court que long actuellement si vous avez du capital à placer du côté des obligations. Parce que vous risquez... Donc, raccourcissez vos échéances, là. C'est ça. Et la tendance actuellement dans les fonds mutuels, les nouvelles contributions d'argent se font au niveau surtout des obligations et non des actions, malgré que le premier trimestre de l'année a été particulièrement bon dans les actions. Mais la tendance demeure, les gens Donc, ont il y a encore beaucoup de gros gestionnaires de portefeuille qui pensent que les taux ils vont continuer de baisser et ils placent donc de l'argent dans des... Bien, dire que le public en général, je parle du public, je parle pas de l'institutionnel, je parle des fonds mutuels qui sont reliés au public. Là. Eux, les contributions, c'est surtout du domaine des obligations. Et ça, c'est souvent, Monsieur Tout-le-Monde agit un peu après. Après, disons, il se fait prendre dans... Après les institutionnels. C'est ça. Il se fait prendre avec des échéances plus longues. Et puis, si jamais les taux vont remonter, je ne dis pas c'est demain la veille. Parce que la valeur commerciale des obligations va diminuer. Exactement. Pas la valeur nominale, on se comprend bien, la valeur commerciale des obligations.
C'est ça. Parce que sur une période de 10, 15, 20 ans, ça se peut que vous ayez besoin de votre argent avant la date d'échéance. C'est exactement Et ça. le taux d'intérêt qu'on vous promet, c'est à la date d'échéance. Alors, si vous avez besoin d'encaisser une partie ou la totalité de votre argent avant, bien là, vous risquez d'être pénalisé sur la valeur commerciale, encore une fois, de vos obligations. Donc, il vaut mieux raccourcir à ce moment-là les échéances. Ouais. Quand on prévoit que les taux d'intérêt ont plus de chances De monter que de descendre. Il y a une variable que mentionné qui est importante, c'est le baril de pétrole, le prix du baril de pétrole. Avec les tensions qu'on a avec l'Iran, c'est une variable qui est quand même importante. On voit là, qu'il y a toujours une tendance à être... Le baril a tendance, même le Brent et même au dollar US, le Texas se trouve à être quand même assez élevé, tendu par rapport à la situation de la crise avec l'Iran. Mais à mesure que l'économie américaine va prendre du mieux et que le dollar américain va prendre du mieux, est-ce que ça ne va pas faire baisser le prix du baril de pétrole? Non, absolument pas. Au contraire. C'est une consommation plus grande. C'est ça, une consommation plus grande, puis on a une stimulation de crise. Donc, qui pourrait créer une pénurie sur le marché. Ouais. Si on crée une pénurie sur le marché, là, on peut s'attendre à des prix, une volée, on ne sait pas. Comme on a connu peut-être dans les années 70, fin 70, là. L'embargo, 73 et 79, les deux chocs pétroliers. Exactement ça. Alors, on ne sait pas. Je ne veux pas être un précurseur et puis je ne veux pas être non plus annonciateur d'un drame, là, mais c'est un élément qu'on doit suivre actuellement. Puis c'est pour ça que, dans un sens, les obligations, c'est un peu une valeur refuge. Oui. Puis on n'ose pas trop, là. On veut être sécuritaire et puis... Mais une autre façon aussi, c'est d'être sécuritaire en ayant des échéances un peu plus longues. Plus courtes que longues. Exact. Parce qu'autrement, on prend un risque inutile. Exact. En fait, c'est comme une balançoire à bascule. Plus vous êtes proche du bout de la planche, plus ça varie quand la planche se met à bouger. Exact. Plus la variation est importante, tandis que quand vous êtes plus près du point d'appui, bien à ce moment-là, évidemment, les variations sont moins brusques. C'est un peu le même principe. Exactement. Selon une image qu'un vieux Bons m'avait donnée il y a quelques années, en disant, regarde, c'est comme une balançoire à bascule, cette affaire-là. Quand les taux d'intérêt montent, la valeur des obligations diminue et le contraire. Ouais. Mais on parle toujours ici de la valeur commerciale et non pas de la valeur nominale de l'obligation, bien sûr, qui, elle, vous allez la conserver jusqu'à échéance. Vous allez la retrouver à l'échéance si vous la conservez durant toute la durée. Ah ouais. C'est exactement ça. Alors donc, le conseil qu'on pourrait donner aux gens, si vous avez des obligations ou si on vous propose des obligations, préférez des échéances plus courtes que des échéances plus longues. Exact. Le risque va être plus court à ce moment. Le risque va être moindre à ce moment-là. Oui. Bien, messieurs, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Pour l'instant, vous aviez quelque chose, M. Rudolph, à ajouter, je pense. Parce que vous parliez de PME tout à l'heure. Oui, bien en fait, ce qui est intéressant des deux budgets qu'on a eus. Fédéral provincial. Oui, c'est ça. On avait peur, au niveau des PME, on avait peur que les crédits en recherche et développement auraient été affectés. Puis vraiment, là, c'est pas... C'était... Ça n'a pas été si dramatique que non, ça. Non, vraiment pas. Puis on a simplifié certaines choses qui avantagent... pour certains cas types là, qui sont... Alors, ça c'est intéressant, cet aspect-là. D'autre part, évidemment, là, au niveau des PME, il y a certains programmes qui sont sortis qui... je ne veux pas parler de subventions, mais qui facilitent énormément les entreprises à aller davantage sur le web. Parce que nos entreprises canadiennes et surtout québécoises sont absentes du web. Et donc, avec ce qui se passe dans le monde entier au niveau transactionnel, on est en train de perdre énormément d'avantages concurrentiels. On me fait signe que c'est encore le temps de faire une pause. Alors, pour ne pas récapituler ou refaire la même erreur qu'à la fin de la première période, on va s'arrêter immédiatement et on viendra ensuite dans quelques instants pour terminer cette émission. Alors donc, on revient dans quelques instants après cette pause. Alors, nous voilà de retour pour le troisième et dernier bloc, encore une fois, de cette émission. Nous allons en faire 3 cette semaine au lieu de 4, comme on fait habituellement, parce que on a été beaucoup trop long. J'ai été beaucoup trop long durant la première période. Alors, à ce moment-là, on répartit le temps qui reste dans les autres blocs. Alors, je m'en excuse encore une fois. Sauf que quand on part sur des sujets assez intéressants, bien là, ça arrive parfois qu'on allonge un peu. Pour terminer ce 4e bloc, messieurs, je vais vous laisser la responsabilité de déborder ou de respecter le temps alloué. Est-ce que vous pouvez nous dire
Qu'est-ce que vous avez retenu au cours des dernières semaines ou des derniers mois d'important dans l'actualité économique et financière et qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochaines semaines ou les 2-3 prochains mois, disons? Monsieur Mathieu. C'est une grande question. Au point de vue économique, on voit que les États-Unis, c'est en reprise. On a toujours le côté immobilier qui tarde à créer quelque chose. Et l'autre facteur le plus important, c'est l'emploi, la création d'emplois. Là, on a une pause un peu dans la création d'emplois. Mais du côté manufacturier, ça fonctionne très bien. Et je crois que l'économie américaine va graduellement progresser au fur et à mesure. Vers les 200 000 créations d'emplois nets par mois durant 3-4 mois consécutifs, ce qui va marquer la fin officiellement de la récession. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va aller, plus qu'on avance vers la fin de 2012, plus que l'économie devrait être vigoureuse, mais pas dans la vigueur qu'on est habitué de connaître, mais c'est un momentum qu'elle prend tranquillement et ça devrait se poursuivre davantage en 2013. Sauf si, comme je parlais de l'épée de Damoclès tantôt, où on ne s'entend pas après... À la fin de 2012. Entre les deux chambres et entre les deux grands partis politiques américains. Et là, à ce moment-là, on peut provoquer une récession très rapidement parce que si on retire 4,6 de l'économie, le consommateur qui était absent dans les autres années, il était plus modéré. Là, il a repris. Il va devenir extrêmement nerveux et il va ralentir sa consommation. Et en plus, il va y avoir des coupures très majeures dans tous les niveaux de gouvernement qui vont être obligatoires. Et à ce moment-là, disons qu'on met les États-Unis en récession. Mais je pense que ce scénario-là... ça, c'est un scénario catastrophe. Oui, et je crois et je souhaite fortement que ça ne se produise pas. Et si on s'entend, on va avoir point de vue économie, une bonne année. Plus qu'on avance vers 2013, mieux que ça va être. Et en 2013, les indicateurs économiques, disons, indiquent que ça va se poursuivre. L'amélioration de la santé du malade. Exact. Et puis au Canada, on va en bénéficier aussi de l'activité. On a la Chine qui est un petit peu moins fort, disons, de croissance, mais quand même, on dit 7,5. Mais comme je disais tantôt, il dépasse toujours ce qu'il annonce. Et à date, depuis 10 ans, 12 ans même. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est de voir que les États-Unis, pour le Canada, c'est un moteur supplémentaire. Alors ça, c'est intéressant. Et j'imagine que le marché boursier, hormis qu'il arrive des difficultés fortes comme, disons, l'Espagne devienne dans un ghetto comme la Grèce, les marchés boursiers devraient être de plus en plus performants vers la fin de 2012 également. En regardant un de vos graphiques durant la pause, M. Rousdorf disait « Comment voulez-vous que les gouvernements augmentent les taux d'intérêt? Regardez leur taux d'endettement ici. » Les principaux bénéficiaires de la baisse des taux d'intérêt actuellement, c'est les gens qui sont endettés et les gouvernements qui sont endettés. Exactement. Or, tous les gouvernements à travers le monde, à peu près, sont lourdement endettés. On a intérêt à garder les taux bas. Ça, c'est... facile. C'est ça, exactement. OK. Et on a vu cette semaine aussi, j'ai eu quelques questions là-dessus, puis on a eu quelques étudiants dans les rues qui disaient « Michael Sabia, il a gagné des millions de dollars, lui. C'est le président de la Caisse de dépôt et de placement. » Qu'est-ce que vous pensez de ces gros salaires des gros dirigeants d'entreprise? On est dans la saison des états financiers actuellement puis des assemblées annuelles. Et on peut voir dans l'avis de convocation à l'Assemblée des actionnaires les salaires que gagnent certains présidents de compagnie. Effectivement, c'est des millions de dollars dans beaucoup de cas. Oui, c'est ça. Mais dire que si vous êtes responsable de milliards, le système veut que vous soyez récompensé en conséquence. D'une part, niveau de responsabilité envers les employés, envers les travailleurs, envers la société. Envers la population en général aussi, qui va prendre sa retraite. C'est juste une question de temps. Et ce sont des gens qui ont 75 ou 80 ou 90 de leur salaire qui est variable. Parce que c'est des bonus sur rendement. Sur rendement, c'est ça. Alors, et c'est des stock options, c'est-à-dire le droit d'acheter des actions à des prix déterminés d'avance. Alors, ces gens-là ont intérêt à faire monter les actions, le prix des actions, bien entendu. Et en même temps, que tous les actionnaires ou ceux qui bénéficient des pensions puissent en profiter eux aussi. Et ça, bien, c'est l'ensemble, évidemment, des gens qui sont déjà à la retraite parce qu'eux qui retirent, par exemple, une pension de la compagnie, cet argent de la compagnie est placé dans ces grandes entreprises où les présidents gagnent des millions de dollars. Mm-hmm. Alors donc, on ne peut pas comparer ça, évidemment, avec un travailleur habituel qui travaille au salaire horaire. Même si le salaire minimum a encore augmenté le 1er mai ici au Québec,
ça reste encore évidemment très petit par rapport aux millions de Michael Sabia. Et d'autres dirigeants d'entreprise, parce que le système capitaliste actuel... il est basé sur la performance. C'est exactement ça, et puis la profitabilité des compagnies ou le rendement des fonds de pension. Alors, plus que la rentabilité est grande, ou à ce moment-là, plus qu'ils sont généreusement payés. Mais est-ce que le prix des actions, ça peut monter indéfiniment en bourse, M. Mathieu? Il y a des cycles dans ça, et indéfiniment, il y a certaines compagnies qui montent depuis 20-30 ans, mais il y a des vies de durée aussi, parce qu'on a des gestionnaires ou des présidents qui prennent des mauvaises orientations à certains moments pour leur compagnie. Et ça demeure des faillites dans certains cas. On l'a vu dans des très grandes sociétés canadiennes et américaines par le passé. Et la compétition, elle n'est pas locale, elle est internationale. De plus en plus. Et il faut, disons qu'il y a au moins plus que 30 des biens et services changent de pays, qui sont produits dans les différents pays mondialement. Et ça, cette mondialisation amène beaucoup, beaucoup de compétition. Alors, vous devez être un héros ou sinon, vous êtes un zéro. Et si vous êtes un zéro, bien évidemment, on ne va pas vous tolérer très longtemps dans le siège du président. On va vous éjecter assez rapidement. Très rapidement. Il reste toutefois, là, je dois avouer, je dois pondérer un petit peu vos élans de protection des salaires des PDG. Il y a quand même une exagération là, actuellement là, sur bon nombre d'entreprises. Oui. Je ne parle pas des entreprises, en fait, même entreprises canadiennes, surtout peut-être bancaires. Là, on va dire. C'est le segment un des mieux rémunérés. Oui, exactement. Les entreprises canadiennes, on n'a pas ce type de rétribution-là là, au niveau des PDG. Là, c'est pas par rapport comparable aux États-Unis. Là. Exact. Alors, il n'y a que les banques canadiennes qui ont vraiment, donc on peut pointer du doigt là, en termes de rétribution. Il y a certaines entreprises canadiennes aussi où on voit, en fin de compte, peut-être où on voit que l'entreprise n'a pas performé autant et quand même, le PDG reçoit quand même une bonne prime, quand même. Là, ça, c'est aux actionnaires à faire leur boulot quand ils vont à l'Assemblée des actionnaires. De plus en plus, on commence à critiquer et à questionner ces choses. Exactement. Encore faut-il, un des problèmes, sans nécessairement là, revenir sur M. Michaud, mais M. Michaud, il a fondé une association, puis les gens ne s'impliquent pas. Ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, l'actionnaire doit se responsabiliser. S'il ne se responsabilise pas, on ne peut pas rien faire. C'est ça. Et c'est justement une des choses qu'on presse dans ces cours qu'on donne et puis ces groupes d'investissement chez Actif dont on a parlé en début de cette émission et au cours de 2 émissions précédentes. Alors donc, ça appartient aux actionnaires de se mobiliser et d'aller dans des assemblées et de réclamer des choses. Et qu'un président, donc, qui a mis des milliards de dollars dans la poche de ses actionnaires, empoche des millions de dollars, ça peut être normal. Mais quand une entreprise ne va pas très bien et que ça ne s'arrange pas, que le président continue de toucher des millions de dollars, lui, là, il y a un problème. Et qui peut régler ce problème-là, sinon les actionnaires? Exact. Et c'est un peu aussi, disons que s'il y a des congédiements, il y a ce qu'on appelle en anglais le terme golden parachute. Là. Oui. C'est comme golden umbrella. C'est des parachutes en or. Ça, c'est une autre chose que ça pourrait être adressé par des actionnaires plus responsables. Et peut-être que s'ils font des pressions sur les gouvernements vont changer les lois en conséquence et s'arranger pour que les gens qui gagnent des millions de dollars comme ça les méritent vraiment. Et s'ils ne les gagnent pas certaines années, bien, ils les auront pas. Dans le cas de Michael Sabia, il est arrivé à la Caisse de dépôt et de placement, ça avait été désastreux l'année précédente. Alors lui, pour montrer qu'il était un homme de bonne volonté, il a accepté de ne pas avoir de bonus durant les 2 premières années. Sauf que là, bien, on lui redonne ces 2 premières années. Et c'est pour ça que son salaire paraît un peu plus gros cette année que les années passées, bien entendu. Mais lui, il ne peut pas avoir des stock options parce que la Caisse de dépôt et de placement, ça appartient au ministre provincial des Finances, donc à tous les Québécois. Il ne peut pas avoir des actions sur la compagnie, en quelque sorte. Donc, il faut le rétribuer d'une autre façon. Parce que souvent, en fait, ce qu'on reproche à plusieurs, à ce système élitiste, c'est que c'est pas que le PDG qui crée la valeur au sein de l'entreprise. Et ça, c'est pas redistribué, en fin de compte, de façon équitable.
Maintenant, on ne parle pas d'un régime là, socialiste. C'est juste, en fin de compte, de ne pas voir une disparité aussi importante entre entre le middle management puis le PDG et aussi, en fin de compte, les travailleurs. Alors, c'est de voir un gros bon sens. C'est le conseil d'administration de voir à ça, puis le conseil d'administration représente les actionnaires. Puis si les actionnaires ne vont même pas aux assemblées annuelles, bien là, on a un problème à quelque part. Mais le conseil d'administration devrait aussi... Et en fait, sa priorité, le conseil d'administration, c'est de protéger l'entreprise. Tout à fait. Pas le président. C'est l'entreprise. Mais évidemment, c'est sûr qu'il y a des injections de fonds en termes d'équité, puis ça, évidemment, c'est les actionnaires qui sont là. Mais les actionnaires ont un job aussi, un job de responsabilisation, puis de dire au conseil d'administration, ça ne fait pas notre affaire. Et s'ils ne s'occupent pas de leurs affaires, bien évidemment, tant pis pour eux. Bien, aussi, puis il y a peut-être des fonds privés qui vont le ménage. Là, à un moment donné, par la suite, on voit des fonds vautours. Des fonds privés américains, des Américains, par exactement. exemple. Et là, à un moment donné, ils viennent piger dans les entreprises canadiennes pour faire le ménage, parce que souvent, en fin de compte, les actionnaires n'osent pas faire quoi que ce soit. Fait que finalement, on s'en va en déclin. Et, vous parliez tout à l'heure de plus en plus de mondialisation. Je souligne en passant que le numéro 2 à la Caisse de dépôt et de placement, c'est un Français. Michael Sabia, lui, c'est un Canadien, mais l'autre, c'est un Français. Alors, il y a des bonnes chances de succéder à Sabia éventuellement à la fin du mandat de M. Sabia, qui devrait se terminer normalement dans 4 ans. Et puis, son prédécesseur, évidemment, lui avait trouvé refuge chez Power Corporation. Mais là, son mandat de 5 ans est terminé, puis il vient de quitter l'entreprise. Ouais. Mais l'élément, ce qu'on sait moins un peu, puis je parle, en fait, comme expert en PME, ce que M. Rousseau a fait a été terrible pour en fait, la structure macroéconomique du Québec en ce qui a trait, en fin de compte, à une structure que M. Scrère et M. Campeau avaient mis précédemment, c'est-à-dire Accès Capital, CDP Capital, où on privilégiait, en fin de compte, l'accès du capital de la Caisse de dépôt. Et on a mis la hache dans ces départements-là. Mais M. Rudolph, je ne veux pas aller au secours de M. Rousseau, qui est assez gros et grand pour se défendre lui-même, mais quand on lui confie un mandat d'améliorer la rentabilité de la Caisse, qui était toujours assez loin derrière celle de Teachers, par exemple, en Ontario, les professeurs ontariens, et de d'autres caisses comparables en Amérique du Nord, bien, lui, évidemment, il a pris les moyens qu'on lui a donnés. Bien, si on regarde somme toute le bilan sur le nombre d'années, ça n'a pas été... Il a suivi tout simplement là, la vague, bien souvent. Mais je ne veux pas faire le procès là, de M. C'est pas ça, c'est pas le procès de M. Rousseau. Ce que je veux dire, c'est que présentement, on a un besoin important d'une bonne structure d'investment banking au Québec pour... justement, parce qu'on sait qu'on a ici, on a un accroissement accéléré du vieillissement de la population, ce qui fait en sorte que les actionnaires majoritaires des PME aussi vieillissent rapidement, ce qui fait en sorte que la relève et l'entrepreneurship n'est pas au rendez-vous. Alors, on risque d'avoir un problème structurel, éventuellement. Et ça, la Caisse de dépôt... Elle avait créé cette petite structure-là qui prend une dizaine d'années avant d'arriver et d'être vraiment mise sur pied. Mais peut-être qu'elle s'est retirée un peu de ça parce que d'autres avaient pris la relève, comme des organismes fédéraux, par exemple, où on pense au Fonds de solidarité de la FTQ et Fonds d'action de la CSN. Il y a d'autres organismes qui ont pris le relais parce que la nature ayant horreur du vide, évidemment. Moi, ce qu'on me dit chez les PME, les bons projets trouvent toujours du capital assez facilement. Ceux qui ne trouvent pas de bon capital assez facilement, c'est souvent parce que le projet n'est pas tellement bon. Il n'est pas à maturité ou il n'est pas bien dirigé, il n'est pas bien ficelé. Permettez-moi d'en douter pour... Bien, c'est vous le spécialiste de ça, vous passez votre journée parmi ces gens-là. C'est ça. Disons que ce que vous dites est vrai en très grande partie. C'est-à-dire, lorsqu'on a un bon projet, on risque d'avoir, en fin de compte, certains capitaux, mais il reste quand même que bon nombre de ces projets prometteurs qui ont un peu moins d'antériorité, sont laissés de côté et qui pourraient être très prometteurs, ils n'ont pas accès à du capital. Alors, on privilégie ceux qui ont une antériorité plus sécuritaire. Alors, c'est pour ça que c'est important de voir... Mais les gens qui investissent ces capitaux-là, est-ce que c'est pas une partie de leur boulot de s'assurer que les capitaux sont bien placés, même dans des PME? Vous avez raison, sauf qu'on n'a pas une structure identique comme aux États-Unis où on a, en fin de compte, plus
une philosophie entrepreneuriale et en termes d'investissement en équité. On a ici une culture, je ne veux pas non plus faire le procès des Québécois, mais culturellement, on a davantage une culture en dette plutôt qu'en équité. Mais on est des Nord-Américains, les États-Unis, c'est un pays qui vit depuis 225 ans sur de la dette. Ils s'endettent constamment. Mais là, que les Américains fassent la même chose, c'est pas surprenant. Là. Non, je comprends, mais là, on mélange peut-être deux choses. Là. Moi, ce que je veux dire, en fait, là, c'est que, par exemple, revenons, en fin de compte, au mouvement des Jardins à l'époque d'Alphonse Desjardins, où les agriculteurs et les petits entrepreneurs québécois francophones, principalement, n'avaient accès à aucun capital. On pourrait dire... Anglo-saxon des grandes banques de exactement. Montréal. Alors donc, ce qui est arrivé, Alphonse Desjardins a mis à l'accessibilité à des fonds qu'on pourrait qualifier de capital patient. Parce qu'en fait, c'était de la dette, mais s'ils pouvaient à long terme. À long terme, voilà. À très long terme. Exact. Alors, présentement, le mouvement des Jardins a pris une tendance plutôt traditionnelle, si on veut, bancaire. Et on a le fonds de l'FTQ, on a le fonds d'investissement CSN, on fonds capital de risque de Jardin. C'est vrai, on a ces... Puis on a des fonds de capital de risque aussi, sauf que... Il y a aussi la Banque de développement du Canada. La BDC, effectivement. Mais il y a des... Si vous me permettez l'expression, il y a des tranches à quelque part qui sont oubliées. Des gaps. Merci On a des tranches qui ne sont pas comblées. Et qui sont, en fin de compte, structurellement importantes pour promouvoir, pour propulser des PME à des ME. Et c'est... Des petites et moyennes entreprises pour qu'elles deviennent des moyennes entreprises. Et des grandes entreprises, éventuellement. Des grandes entreprises. Là, ce gap-là, cette tranche-là est quand même bien servie. OK. Alors donc, s'il n'y a pas de problème là, on va espérer que ça va se poursuivre au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était M. Jean Mathieu, gestion privée de la Banque nationale. Monsieur Mathieu, ce fut un plaisir encore une fois. Et M. Yvon Rudolph, fier défenseur des PME québécoises, bien entendu, parce que c'est sa clientèle, c'est un peu normal. Donc, c'est Groupe Conseil, NAI commercial. Vous allez voir beaucoup sur des maisons, par exemple, ou des terrains, ou des petites entreprises. C'est CINA, ces sigles-là. NAI, bien sûr. La Banque nationale, elle est très connue au Québec. NAI, un petit peu moins connue, mais ça va venir au fil des ans, j'imagine. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Il me reste quelques secondes pour remercier l'équipe technique également d'avoir mis cette émission en onde pour vous. Et surtout de vous remercier, vous, d'avoir été là et d'avoir eu la patience de nous écouter aujourd'hui encore et de nous revenir éventuellement au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir. Merci.